Alors, bon matin. Eh, Euh, bon matin, nous sommes déjà bon après-midi. ah oui, 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 il est 8 heures, il est 8 heures à Québec, c'est vrai. Dans mon, dans mon esprit, là, c'était encore le matin. D'accord. Ben écoutez, je suis très heureux de vous retrouver ce matin à Québec, cet après-midi à Kinshasa, pour qu'on parle encore du droit de l'environnement, un droit absolument passionnant, mais qui, en Afrique, tarde à attirer les juristes africains. Pourtant, c'est un droit vraiment absolument passionnant. C'est un droit qui est très dynamique et en pleine évolution. Et justement, je voudrais que nous ayons une belle conversation en tant que juriste environnementaliste ce matin autour de la notion du dommage écologique. Donc, c'est le sujet en réalité, de notre discussion. Donc, j'ai véritablement envie de discuter avec vous autour de cette notion. Comme les avocats que vous êtes pourriez débattre dans un prétoire autour d'une notion cardinale comme celle-ci. Alors, c'est quoi le dommage écologique? Comment cette notion est-elle théorisée? Comment cette notion est-elle définie par la doctrine juridique? Qu'en est-il des tribunaux? Quelle est la perception dominante autour de cette notion? Cette notion est-elle fondamentale pour le juriste? Donc, beaucoup de questions, il y a beaucoup de questions, à mon avis, qui tournent autour de cette notion, qui intéresse vraiment le juriste, et notamment le juriste environnementaliste. Et dans une récente discussion, mon interlocuteur, parlant de l'exploitation pétrolière en RDC, mon interlocuteur disait que, ben, écoutez, il y a des choses à faire, des actions à mener contre les lobbies écologistes. Voilà. Parce que c'est eux qui empêchent euh, que les investisseurs étrangers ne viennent exploiter le pétrole de la RDC. Et puis, mais moi, j'ai dit à mon interlocuteur, pourquoi est-ce qu'une action comme celle-là est pertinente dans un monde qui est caractérisé par les changements climatiques? Est-ce qu'il faut s'attaquer à ces lobbies? On est dans une ère écologique. En revanche, je lui ai dit que j'étais davantage convaincu qu'il fallait plutôt montrer que l'exploitation pétrolière qu'on veut faire en RDC sera plutôt durable. C'est-à-dire qu'elle respecte l'environnement et les droits fondamentaux, au lieu, au lieu de s'attaquer au mouvement écologiste, parce qu'on est dans une ère écologique. Alors, donc, au cœur des préoccupations contemporaines
se trouve l'enjeu écologique. Et pour le juriste, la notion du dommage écologique. Alors, quel est le plan de la séance? À l'introduction, nous avons déjà amorcé l'introduction. On va essayer de définir cette notion de dommage écologique. On va tenter d'en dégager une typologie. Et dans la première partie, on va parler des spécificités, des caractéristiques du dommage écologique. Qui est présenté comme un dommage anormal, un dommage de nature collective et un dommage dont la preuve reste dominée, si vous voulez, par l'incertitude scientifique. Trois principales caractéristiques du dommage écologique. Contrairement au dommage que vous connaissez dans le cadre de la responsabilité civile, contractuelle ou délictuelle. Dans la deuxième partie, nous allons parler du régime de réparation du dommage écologique. Nous allons revisiter le droit applicable et nous allons étudier le fondement du droit à la réparation et puis les modalités de réparation. Donc voilà en principe ce sur quoi nous allons discuter. Alors, commençons par définir la notion du dommage écologique. Alors, plusieurs auteurs se sont évertués à tenter de définir ce concept. Alors, Drago, le professeur Drago, définit cette notion comme, il dit que le dommage écologique est celui causé aux personnes et aux choses par le milieu dans lequel ces personnes et ces choses vivent. Donc, selon lui, le dommage écologique, c'est un dommage qui est causé aux hommes et aux choses par la nature. L'humain est victime, selon lui, l'humain est victime de la nature. Donc, il est victime dans sa santé, dans son intégrité physique, dans ses activités, par rapport à son bien-être. Donc ici, dans la définition du professeur Drago, c'est plutôt l'homme qui est victime de la nature, du déchaînement de la nature. Mais cette définition, voyez-vous, elle semble un peu être surprenante, étant donné que le discours dominant tend à dire que l'homme est plutôt responsable des crises environnementales qu'on va observer, que les humains sont responsables. Donc, c'est une définition qui navigue à contre-courant des perceptions dominantes. Donc, c'est une définition qui sera critiquée. Elle sera critiquée parce qu'elle va laisser dans l'ombre les dommages écologiques purs qui sont causés à la nature sauvage. Donc, on va dire que, effectivement, sa définition n'est pas complète, elle est restrictive, elle oublie que
la nature elle-même aussi est victime. Il n'y a pas que l'humain victime dans cette affaire. Il y a la nature elle qui est victime. Cette victime. Donc, elle laisse dans l'ombre les dommages écologiques purs causés à la nature sauvage sans répercussion immédiate apparente sur les activités humaines. Donc, il y a ce côté où l'humain n'est pas affecté, mais la nature seule est touchée. Là, on va parler du dommage écologique pur. Alors, une seconde définition nous est proposée par Caballero. Alors, selon cet auteur, le dommage causé directement au milieu, pris en tant que tel, indépendamment de ses répercussions sur les personnes et sur les biens. Donc, pour cet auteur, le dommage écologique, c'est le dommage qui concerne uniquement, il renvoie à la notion du dommage environnemental ou écologique pur, sans lien avec les personnes et les biens. Donc, vous voyez, à partir de ces deux définitions, on voit à peu près trois enjeux lorsqu'on parle du dommage écologique. Il y a les personnes ou l'humain. Il y a pour enjeu les biens. Et troisième enjeu, la nature en elle-même, qui peuvent être victimes. Donc, dans la définition proposée par Caballero, le dommage écologique serait donc la dégradation des éléments naturels. La victime directe de l'atteinte est alors l'environnement dans ces éléments inappropriés et inappropriables. Donc, vraiment, la nature. La victime directe de ce dommage, c'est la nature. C'est le milieu dans lequel nous vivons. Or, cette nature, selon l'expression du professeur Gilles Martin, n'est pas sujet de droit. Donc, on a une victime, mais qui n'est pas sujet de droit. Alors, comment donc protéger les droits de la nature? Donc, c'est une question qui va intéresser le juriste. Alors, comme premier point, toujours dans notre introduction, alors on va voir la typologie, si vous voulez, la nomenclature des préjudices environnementaux. Deux éminents professeurs français, Laurent Néret, c'est deux grands auteurs vraiment environnementalistes, et Gilles Martin, ils ont essayé de faire une classification. Donc, ils ont élaboré une classification au sujet des préjudices environnementaux. Dans un ouvrage
intitulé Nomenclature des préjudices environnementaux, un ouvrage qui est paru en 2012 dans la revue LGDJ. Alors, dans leur classification des préjudices environnementaux, ils vont procéder à une summa divisio en distinguant les atteintes à l'environnement, c'est-à-dire les dommages écologiques purs à la nature. On va distinguer les atteintes causées à la nature des atteintes causées à l'homme. Alors, les atteintes causées à la nature ou le dommage écologique pur, c'est entre autres les atteintes au sol, à l'air, la pollution au milieu aquatique, les pollutions de l'eau ou des nappes phréatiques, ainsi, ainsi qu'à leur fonction. Alors, si on parlait des atteintes au sol ou des dégradations, pollution ou dégradation des sols, donc les atteintes au sol sont constituées par des dégradations de la structure physique du sol ou chimique ou même biologique des sols qui sont de nature à impacter sur leur fonctionnement écologique. Alors, ces atteintes peuvent prendre diverses formes. On parle de contamination du sol, l'érosion du sol, glissement du terrain, appauvrissement de la diversité biologique des sols, etc. Donc, il nous recense déjà un certain nombre de situations constitutives d'atteintes au sol et qui relèvent de la catégorie du dommage écologique pur à la nature, indépendamment des liens avec l'homme ou les biens. De plus en plus, on parle des atteintes à la qualité de l'air, pollution de l'air, et qui sont une grande préoccupation parce qu'elles peuvent être à l'origine des maladies, et notamment respiratoires. Alors, on nous prend un exemple ici, plus de 99% de la population en Inde respire un air pollué, qui contribue au décès de plus de 1,2 million de personnes chaque année. Donc, un vrai problème de santé publique, la pollution de l'air en Inde notamment. Donc, là, on est vraiment dans la catégorie du dommage écologique pur, des atteintes à la nature. Alors, parlant des atteintes à l'eau et au milieu aquatique, alors ça peut prendre la forme de perturbations hydrologiques, biologiques, thermiques, physiques ou chimiques. Donc, ces atteintes nuisent aux fonctions des eaux qui constituent des supports à la diversité biologique, à l'élimination des polluants, à la régulation du climat, etc. Alors donc, voilà quelques exemples, quelques situations de dommages écologiques purs. Alors, dans leur classification, on va aussi retrouver des atteintes
aux espèces et à leurs fonctions. Alors, on parle ici de la faune, les animaux, des plantes et la fonction écologique des plantes. L'extinction de certaines espèces animales, la déforestation. Donc, par la déforestation, on l'a vu, les animaux vont perdre leur habitat, leur source de nourriture, et beaucoup vont perdre leur vie à cause de la déforestation. Donc, la déforestation va apparaître comme l'une des principales causes d'extinction de certaines espèces. Alors, donc, troisième type, toujours dans leur tentative de classification, maintenant les préjudices causés à l'homme. Donc, les préjudices individuels. Alors, ce type de préjudice, dans le préjudice causé à l'homme, il y a plusieurs sous-catégories, si vous voulez, ou plusieurs éléments, ou plusieurs chapitres, comme vous voulez. Là-dedans, il y a le préjudice économique qui va résulter du dommage environnemental. Et là, il pourrait s'agir des coûts exposés ou à venir résultant du dommage causé à l'environnement. Par exemple, en cas de déversement pétrolier, lorsque BP, BP a causé un déversement pétrolier dans le golfe du Mexique, et Barack Obama a dit BP must pay. Donc, il y a des coûts qui sont exposés pour essayer de pomper le pétrole. Et là, ça relève donc du préjudice économique. Donc, des coûts qu'on va exposer. Mais aussi, dans ce préjudice, il y a des coûts liés aux mesures de prévention. Alors, si on veut empêcher, il y a des coûts qui peuvent être défrayés parce qu'on veut empêcher un plus grand désastre environnemental. Il y a les coûts de dépollution des sites sinistrés, mais aussi les coûts liés aux mesures de réparation. Donc, les coûts liés à la remise en état du milieu. Il peut y avoir des coûts complémentaires en cas de restauration incomplète du site affecté, des coûts liés aux mesures compensatoires, les atteintes aux biens ainsi que les pertes de gains ou de profits ou de gains espérés. Donc là, on se retrouve, on n'est pas loin de la notion civiliste que nous connaissons sur le principe de la réparation intégrale. Donc, au chapitre des préjudices, c'est pourquoi on parle des préjudices économiques, une pluralité. Donc, il y a toutes sortes de dépenses en lien avec, avec le désastre environnemental. Et en général, les catastrophes environnementales ont des répercussions au niveau économique très, très, très élevées.
Donc, le préjudice économique lié à une catastrophe environnementale est généralement très, très, très élevé. Mais à côté de cela, comme dans le cadre de la tradition civiliste, on a aussi les préjudices moraux ou le préjudice moral, si vous voulez, qui résulte du dommage environnemental. Donc, il pourrait s'agir de l'atteinte à l'image, à la réputation, mais aussi et surtout aux troubles de jouissance. Parce qu'en cas de déversement pétrolier, par exemple, dans un milieu aquatique, ben, pour un moment, il n'y a, il y a pas moyen, il n'y a plus moyen de jouir de ce lieu. Ce n'est plus possible d'exercer des activités dans des conditions environnementales dégradées. Donc, on peut solliciter la réparation du préjudice moral. Toujours au niveau individuel, il y a des préjudices corporels qui peuvent en résulter. On a parlé des maladies, on a parlé, il y a l'intégrité physique ou psychique, des maladies, des lésions corporelles, voire des décès consécutifs à des catastrophes environnementales. Voilà, donc en résumé, voilà la typologie que ces deux professeurs ont proposé pour tenter de classifier la notion de, de dommages, de préjudices environnementaux, si vous voulez. Donc, un travail de savant par ces deux auteurs, Laurent Néret et Gilles Martin. Question. Est-ce que vous avez des questions à ce stade au niveau de la classification, de la typologie des préjudices environnementaux? Non, non, tout est clair. Pas de questions. Christian aussi, il n'y a pas de questions? D'accord, on va évoluer. Alors, examinons maintenant les principales caractéristiques du dommage écologique. En quoi le dommage écologique va se distinguer du dommage civil? Donc, le dommage écologique va présenter trois principaux traits caractéristiques spécifiques. Et nous allons donc voir chacun de ces traits propres à ce dommage. Le dommage écologique est un dommage anormal. Première caractéristique essentielle qui va le démarquer des autres types de dommages réparables que nous connaissons en droit de la responsabilité civile, c'est que c'est un dommage anormal, l'anormalité. Et deux éléments vont nous permettre d'apprécier l'anormalité. D'abord, le caractère totalement autonome de ce préjudice. Il ne rentre pas dans les catégories classiques de préjudice que nous connaissons. C'est un préjudice autonome, c'est un préjudice à part. Ça, c'est un deuxième élément. C'est un préjudice d'une gravité particulière.
Donc, l'anormalité du préjudice écologique va s'apprécier au regard de son caractère spécial d'une part et de l'autre de sa gravité. Donc, ce sont deux critères qui sont décisifs pour qualifier juridiquement le dommage anormal. Donc, le dommage environnemental se caractérisera par sa spécificité. C'est un dommage qui déroge aux catégories bien connues du droit, et notamment les dommages contre les personnes ou les dommages contre les biens. Ça, c'est le classique en droit. Donc, le dommage environnemental va apparaître dès lors comme une catégorie à part, une catégorie spéciale qui n'entre pas dans la distinction classique qu'on vient de voir entre dommages sur les personnes et dommages sur les biens. C'est une catégorie sui generis. Donc, le dommage environnemental anormal va présenter cette autre caractéristique que ses conséquences peuvent être graves, voire irréversibles pour les humains, les animaux et la biodiversité. Alors, deuxième élément qui caractérise, qui distingue le dommage écologique des autres types de dommages que nous connaissons au droit de la responsabilité, c'est que c'est un dommage de nature collective. Le préjudice environnemental est collectif. Donc, nous sommes tous victimes, l'humanité entière. Donc, le dommage écologique, c'est un dommage qui est causé à l'humanité entière. L'environnement est de ce fait considéré comme une valeur, un centre d'intérêt qui dépasse la sphère des intérêts humains, qu'ils soient individuels ou collectifs. Donc, vous voyez, l'environnement est érigé ici en une valeur civilisationnelle qui dépasse les intérêts d'un individu ou d'un groupe d'individus. C'est notre civilisation qui est en cause, qui est en jeu. C'est notre humanité qui est en jeu, qui est victime. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans un tout autre registre, un registre inhabituel pour le juriste, qui est habitué à voir le préjudice soit sur les personnes, soit sur les biens ou les choses, mais jamais contre l'humanité ou contre une valeur contemporaine, civilisationnelle.
Donc, c'est vraiment autre chose. C'est un dommage spécial qui affecte une valeur universelle qui est appelée l'environnement. Alors, par préjudice collectif causé à l'homme en cas de dommages environnementaux, on entend des atteintes portées à des intérêts humains dépassant la somme des intérêts individuels qui affectent les bénéfices procurés par l'environnement ou qui nuisent à la défense de l'environnement sous différents aspects. Donc, la défense de l'environnement, c'est la défense de notre civilisation. C'est la défense de notre humanité. Qui dépasse nos intérêts individuels. Donc, les atteintes aux services écologiques de l'environnement, les services, c'est tout ce que nous tirons comme utilité, comme bénéfice de l'environnement. Donc, les atteintes à ces différents services que nous tirons de l'environnement correspondent naturellement à une diminution de ces bienfaits ou de ces bénéfices que les êtres humains retirent de l'environnement ou des fonctions écologiques. Par exemple, la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Lorsque l'air est pollué ou que l'eau est polluée, il y a manifestement une diminution des bienfaits que nous tirons de l'air pur ou de l'eau potable. Donc, la première idée, en présentant le dommage écologique, c'est de dire que c'est un préjudice vraiment collectif. Donc, c'est un préjudice qui est commis contre tous les humains. Deuxièmement, cela va justifier le fait que les associations de défense de l'environnement soient autorisées à solliciter réparation contre ces atteintes. Donc, à cause de la nature collective de ce dommage, le statut ou le rôle des associations de défense de l'environnement sera plus grand en matière de défense ou en matière de réparation des atteintes à l'environnement. Donc, les associations de défense de l'environnement vont jouer un plus grand rôle. Donc, le droit, notamment français, va nous dire que les atteintes à la mission de protection de l'environnement s'entendent des atteintes portées aux intérêts collectifs défendus par des personnes publiques ou privées en charge de la défense de l'environnement. Donc, une mission accrue, un rôle accru pour
des ONG de défense de l'environnement. Parce qu'elles ont pour mission de défendre des intérêts collectifs. Alors donc, le préjudice de ces ONG-là, alors pourquoi seront recevables? Pourquoi ces ONG seront recevables? Là, on nous dit que le préjudice peut se caractériser par l'anéantissement des efforts que ces ONG vont déployer dans leur mission de protection ou de défense de l'environnement. D'où la recevabilité ou la reconnaissance de leur qualité d'agir. Parce qu'elles agissent au nom pour défendre des intérêts collectifs, mais aussi il y a tout le travail qu'elles font dans la défense de l'environnement et que le dommage environnemental vient remettre en cause tout le travail de ces ONG. Donc, force est de souligner que les actions des associations, des ONG, en cas d'atteinte à l'objet social qu'elles ont pour mission de défendre est distinct de... Donc, il y a la question, puisqu'on parlait de la qualité d'agir, il y a la question de l'objet social. Au fond, l'objet social de ces ONG sont les ONG qui sont spécialisées dans la défense de l'environnement. L'objet social, justement, c'est la protection de l'environnement. Et donc, le dommage environnemental vient remettre en cause les objectifs poursuivis par ces associations. Donc, alors, la doctrine va nous parler de l'autonomie du préjudice collectif par rapport au préjudice social. Le préjudice collectif qui est ici défendu par l'ONG ou les ONG. On va le différencier du préjudice social qui est celui souffert par l'ensemble de la population. Donc, l'autonomie du préjudice qu'on va leur reconnaître va permettre ainsi de renforcer le rôle de vigie des défenseurs de la cause environnementale. Ils sont spécialisés pour cela, en complétant naturellement le rôle dévolu à l'État. Donc, quand on va examiner la partie contentieuse, procédurale, si vous voulez, on va voir que leur action va se fonder sur l'objet social, leur objet social, la violation de leur objet social, ou les atteintes à l'objet social poursuivi par l'ONG de défense de l'environnement. Troisième caractéristique, c'est que la preuve du dommage écologique est difficile.
elle est difficile à être administrée à cause des incertitudes scientifiques. Comment prouver le préjudice environnemental? Comment prouver le dommage écologique? Et donc, c'est un débat qui vous intéresse, que ce soit les représentants de l'État, les décideurs ou ceux qui vont dans les prétoires. Comment prouver le dommage écologique? Donc, donc, le phénomène est très rebelle à toute appréciation quantitative sérieuse. Et on commence par ce genre de remarques. Donc, on a la difficulté à quantifier ce dommage. Donc, le professeur Gilles Martin va mettre en lumière les difficultés scientifiques qu'il y a à évaluer le dommage écologique. Alors, donc, c'est difficile de l'évaluer, mais c'est aussi difficile d'établir le lien de causalité qui est nécessaire pour la réparation. Alors, comment adapter la responsabilité civile face aux incertitudes scientifiques qui dominent les problématiques environnementales? Comment établir le lien de causalité face à toutes ces incertitudes scientifiques? Alors, d'une manière générale, la preuve d'un dommage environnemental est plus complexe en raison de l'écoulement du temps, parfois très long, et l'incertitude scientifique qui domine. Alors, voyez-vous, Maître Safari, dans un procès environnemental, il ne sera pas aisé de faire la preuve, et notamment du lien de causalité. Mais on va certainement voir comment les tribunaux essayent de contourner la difficulté. Alors, l'utilisation parfois faite du principe de précaution en est une illustration typique. Cette certitude scientifique et juridique rejaillit directement sur le droit de la preuve, tant sur la charge de la preuve que sur les mots de preuve. Alors, la première question qui va se poser dans le procès environnemental est de savoir aura la charge, qui devra supporter le risque du doute. Qui profite le doute? En droit criminel, vous dites que le doute profite à l'accusé. Donc, mais en principe, celui qui prétend obtenir réparation d'un préjudice causé à l'environnement doit faire la preuve. Alors, est-ce qu'on va appliquer cette maxime du droit criminel que le doute profite à la défense? Alors donc, une preuve certaine est rarement obtenue.
souvent la gravité du préjudice causé pose un problème. La faute ne peut être identifiée ou le lien de causalité peut difficilement être établi. Vous voyez qu'au niveau de la preuve, dans ce type de procès, il est vraiment difficile d'établir, dans le procès environnemental, il est compliqué d'établir la preuve, et notamment le lien de causalité. Alors, on a parlé de l'audace des juges environnementalistes face à cette difficulté ou à ces difficultés. Admettre que le doute profite à la nature, alors serait favorable pour les défenseurs de l'environnement et très dommageable pour l'innovation scientifique et pour les activités économiques. Les mots de preuve seraient en revanche adaptables par le juge qui accueille plus facilement des indices graves, précis, concordants, et présomptions de fait au sens de l'article 1382. Vous voyez, les juges vont plutôt dans cette direction-là. Les juges vont se satisfaire comme élément, hein, pour établir notamment le lien de causalité. Ils vont, ils vont retenir des éléments comme des indices graves, précis et concordants. On va se satisfaire de ces éléments-là pour établir la preuve ou des présomptions de fait. Voyez-vous? Donc, les juges sont parfois menés à contourner la difficulté probatoire en créant un autre préjudice pour faciliter la réparation. Donc, le juge va plutôt créer autre chose, carrément, juste pour réparer ce préjudice-là. Parce que sur le terrain de la preuve, la réparation du préjudice ne peut pas prospérer. Le juge déporte les choses sur un autre terrain où il est plus facile pour lui de faire la démonstration. Mais au fond, l'intérêt de toute cette démarche, c'est de réparer le préjudice écologique qu'on n'arrive pas à démontrer. Donc là, on a parlé des juges qui sont, si vous voulez, des juges environnementalistes, c'est-à-dire des juges qui sont sensibilisés à la cause environnementaliste, des juges qui sont engagés sur le front de la protection de l'environnement. Et ça, c'est intéressant de le savoir en examinant la jurisprudence, de savoir et de constater qu'il y a certains juges qui sont vraiment environnementalistes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des juges tout à fait neutres. Mais qu'ils ont déjà un penchant pour la protection de l'environnement. Donc, c'est ce genre de juges-ci qui vont essayer de contourner les obstacles juridiques pour réparer le préjudice, trouver d'autres façons, d'autres fondements juridiques, d'autres techniques juridiques pour que le préjudice soit réparé. Parce que si on s'en tient aux règles procédurales strictes, notamment la preuve du lien de causalité qui est compliqué à établir, le préjudice ne sera pas réparé.
Alors, pour obtenir la réparation, les juges vont faire preuve d'audace et d'innovation en créant un autre préjudice. Donc, il y a encore toute la question du recours à l'expertise scientifique. Donc, un risque hypothétique ne suffit pas à déclencher l'action en responsabilité environnementale, donc au moins la mise en œuvre des mesures préventives au nom du principe de précaution. Donc, il faut établir l'existence d'un risque sérieux, raisonnable, en dépit de la controverse scientifique. Il faut l'expertise scientifique. Voilà. Donc, les parties au procès environnemental vont très souvent solliciter des expertises pour établir l'existence ou non d'un risque sérieux. Alors, se pose alors une autre difficulté qui fait naître un autre risque, la partialité des experts. Donc, dans un domaine où les experts compétents sont très peu nombreux, se pose le problème d'impartialité, d'objectivité, de transparence. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, ce qui se passe, c'est que généralement, chaque partie va chercher un expert pour démontrer ce qu'il veut bien démontrer. Et il se trouve que les experts vont manquer de partialité, vont manquer d'impartialité. Parce que l'expert vient plutôt faire la job pour celui qui l'a sollicité. Donc, tout ça va compliquer le travail des juges. Question. Any query? Any query? Plutôt un commentaire, docteur. Mais oui, allez-y. Je commence. Merci beaucoup, docteur, pour cette brillante explication, présentation. J'aurais des questions si vous n'arriviez pas justement à clarifier par ces éléments de réponse à travers le recours à l'expertise scientifique, par rapport aussi à d'autres liens auxquels les juges devraient faire recours pour arriver à corroborer les éléments qui portent à examiner comment dire, les sollicitations faites par les parties civiles au terme de demande de préjudice. Parce que si on doit faire un lien lors des procès environnementaux, justement, il y a beaucoup d'éléments qui se mêlent. D'une part, il y a tout dépend des éléments qui découlent de demandes collectives ou individuelles, mais c'est souvent des demandes collectives. D'autre part, la difficulté à établir les preuves, mais aussi la charge de la preuve elle-même qui constitue la base et le fondement, n'est-ce pas, d'une condamnation à la réparation, à la demande de réparation. Maintenant, si les parties au procès, en arrivant avec leur demande, n'ont pas réussi à la base à réunir les éléments documentés, justement, ça fragiliserait les éléments des preuves qu'ils apporteraient. Mais si au-delà de ça, on arrive à établir, par exemple, qu'une rivière X, parce qu'il y a sur la montée de la rivière des exploitants qui utilisent cette même cours d'eau pour tamiser les
les produits extraits des terres, mais que ce soit ces mêmes cours d'eau qui sont utilisés par le village, si cela s'associe, si tous les villageois s'associent à établir et à documenter ces éléments, et qu'on arrive par exemple à avoir déjà de son côté des renseignements nécessaires de la part des experts pour établir le fait que c'est au sujet de ces cours d'eau qui sont sales, c'est sur la base de ces cours d'eau qui sont sales que la population est malade de choléra, par exemple, eh bien, ça sera consolidé. Mais si cela n'a pas été fait en avance, ça sera comme une sorte de dénonciation juste qui ne pourra pas être assise sur des éléments probants. C'est juste ce commentaire-là et je vous remercie, docteur. Bien, merci. Vraiment, merci. Écoutez, ça montre toute la difficulté hein, au niveau du procès. C'est vraiment, on peut le voir dans votre commentaire, c'est pas vraiment gagné d'avance. Il y a, il y a beaucoup d'écueils, surtout au niveau de la preuve. Vraiment, au niveau de la preuve, c'est là où ça se joue. Bien. Oui, Christian. Oui, Christian, levez la main. Le micro est fermé, hein? Oui, oh, merci beaucoup, docteur. D'accord. Merci, bonjour encore. Bonjour. Oui, je rentre encore sur la preuve Oui, en rapport avec l'incertitude, là, scientifique, oui. l'incertitude scientifique. Nous sommes sur un site. Moi, je vais directement sur un exemple, Mhm. pour autant que je ne suis pas juriste comme vous. Et Mais vous êtes, on- vous êtes scientifique, là, donc vous êtes vraiment vous êtes dans la preuve, là, dans l'expertise. Voilà. alors, on va implanter un projet minier. Je prends Oui. un cas d'un projet minier. Mhm. Il est demandé à ce projet minier de nous produire l'état environnemental tel qu'il va le trouver là-bas. Oui. Mhm. Les conclusions de ces recherches donnent que non, il peut exploiter. Il commence à exploiter. Oui. Mhm. Et pendant son exploitation, on commence à découvrir la résurgence de certaines maladies qui n'existaient pas. Mhm. On s'est dit, mais comment? Cette communauté utilisait cette eau, il n'y avait pas de tel cas. Mhm. On procède à une analyse physico-chimique de ces eaux Mhm. et on les compare par rapport aux eaux telles que le projet minier avait trouvées. N'est-il pas ça une preuve que c'est suite à ce projet qu'il y a eu pollution, par exemple, des eaux, et qui a fait ça, que ça a contaminé même les humains? Faudrait-il encore une autre preuve pour prouver, parce que vous avez tout à l'heure posé le problème de, hein, comment vous avez appelé ça, la causalité, les liens. Le lien de causalité. Oui. Mhm. Ne voyez-vous pas que les juges en ce moment-là, il a de preuves que qu'il y a eu pollution suite à une activité qui a été créée? Faudrait-il encore chercher d'autres preuves ou c'est ces preuves-là qu'on attend pour, pour pouvoir déterminer en fait, l'auteur de ces dommages? Merci. Très bien. Très bien. Alors ben, j'ai vraiment vous êtes deux personnages alors, dans la classe. Alors, je vous prendrai, vous, Christian, alors euh, vous serez comme le demandeur. Hmm. Vous serez le demandeur ou, si vous voulez, la partie plaignante. Et Maître Nadine assurerait la défense. Voyez-vous? Alors, Oui, vous voulez faire la démonstration que la population a toujours consommé cette eau avant l'exploitation minière et puis il n'y a jamais eu de problème. Et que les problèmes ont commencé
quelque temps seulement après l'exploitation. Et puis, les analyses que vous avez faites, montrent que cette eau est polluée, alors que l'étude environnementale qui avait été réalisée, ben, montrait que tout était, en tout cas, il n'y avait pas de risque environnemental, que l'activité n'allait pas causer de risque. Or, aujourd'hui, avec les maladies qui sont apparues, les analyses que vous avez faites, vous concluez que c'est le chef de l'exploitation minière. Ben alors, de l'autre côté, vous avez l'avocate professionnelle, Maître Nadine, qui va dire que, ben, qui va essayer de fragiliser votre demande en disant que, ben non, euh, elle va poser le problème, comme vous le dites, du lien de causalité. Il y a certainement un problème dans la collectivité. On voit bien qu'il y a des gens qui sont malades, c'est incontestable. Mais avec ces experts, par exemple, avec ces experts, on a parlé de la partialité des experts là. Vous avez vos experts, ont fait leurs analyses, mais ces experts aussi vont venir montrer que, bon, peut-être que c'est plutôt un phénomène, c'est le résultat d'un phénomène naturel, que la pollution qu'on va observer, ou c'est plutôt un phénomène vraiment très naturel. Hein, c'est la Terre qui s'est... Bref, tout style d'explication pour montrer que c'est la Terre elle-même, parce qu'elle va se régénérer, puis elle va finalement causer ce que nous voyons là, et qu'au fond, ce n'est pas l'exploitation, mais que les maladies qu'on observe, c'est parce que il s'est passé tel phénomène dans la Terre, etc., etc., etc. Bref, pour dire que non, ce qu'on observe là, qu'il y a un problème au niveau du lien de causalité. Si on est d'accord qu'il y a un préjudice, c'est-à-dire un dommage qui est causé, il y a une population qui est tombée malade, on veut dire ici, la défense veut dire ici que ce n'est pas causé par l'exploitation minière, mais par probablement autre chose. Et là, le débat va prendre une tournure scientifique. Parce que vous allez amener votre expertise et les résultats de votre expertise, et de l'autre côté, on va vous opposer aussi des résultats d'expertise. Donc, expert contre expert. Et justement, on mentionne ici que dans ce domaine-ci, les experts sont partiaux. Et je vous assure, je l'ai vu ici au Canada. J'ai vu ce qu'on appelle des experts partiaux ici au Canada. Dans le cadre des maladies professionnelles, là, des lésions professionnelles, l'employeur, je sais pas, la loi doit prévoir, j'imagine là, que l'employé se fasse expertiser par le médecin de l'employeur. Et je vous assure que le médecin de l'employeur fait carrément un truc partial en faveur de l'employeur. La contre-expertise. Donc, vous voyez, et ici, on va souligner que les experts déjà sont rares. On est dans un domaine où les experts sont rares. Et le peu d'experts qu'il y a là, ils sont partiaux. Donc, d'où la difficulté pour le juge. Et qui va donc, pour essayer d'établir la preuve, on a dit
que les juges vont accueillir plus facilement des indices graves, précis et concordants. Et vous? Oui, tout à fait. Donc, en rassemblant un certain nombre d'éléments, les juges, pour accueillir, va dire que, bon, écoutez, il va se fonder sur cette notion d'indice grave, précis et concordant pour accueillir une pareille demande. Donc, il y a à prévoir une bataille d'experts dans les procès environnementaux. La bataille d'experts est un enjeu. Et pour les avocats, la question du lien de causalité. Alors, examinons le régime de réparation maintenant. On va voir quel est le droit qui est applicable, le fondement du droit à la réparation et puis les modalités de réparation de ce dommage. Quel est le droit qui fonde la réparation du dommage? Alors, on s'est amusé à regarder un peu dans le droit français, dans le Code civil français, et qui a des dispositions, un chapitre qui est intitulé « La réparation du préjudice écologique ». Alors, cette réparation est régie par les articles 1246 à 1252. Alors, essayons un peu de lire et d'analyser ces articles. 1247 est réparable dans les conditions prévues au présent titre le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. Alors, cet article nous renvoie déjà à la définition que nous avons vue et même à la classification proposée par les deux auteurs sur le préjudice écologique. Donc, l'atteinte à c'est le préjudice écologique pur, donc l'atteinte à l'environnement. Deuxièmement, l'atteinte à la diversité biologique, à la faune, à la flore. Tout à fait. Et troisièmement, aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement à l'homme. Donc la classification, si vous voulez, tripartite proposée par ces deux auteurs-là rentre à l'article 1247. Alors, soit cette classification résulte de cet article, ou alors le législateur a, en fonction de la classification doctrinale, il a rédigé son article 1247. Article 1248. L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt d'agir. Voyez-vous? C'est une action qui est ouverte à toute personne avec cette réserve qu'il faut justifier d'une qualité et d'un intérêt à agir. Et le législateur donne quand même une liste de personnes ou d'organisations qui sont agréées.
Donc, tel que l'État, qui a pour mission de protéger l'environnement, de défendre l'environnement, l'Office français de la biodiversité, c'est une organisation gouvernementale, les collectivités territoriales, la mairie, le département, dont les démembrements de l'État et leurs groupements, les établissements publics, les associations agréées, dont les ONG reconnues, ou créées depuis moins de 5 ans à la date d'introduction de l'instance et qui ont pour objet, et c'est là où c'est intéressant, la protection de la nature et la défense de l'environnement. Donc, il y a une catégorie d'acteurs qui, d'office, ont qualité et intérêt pour agir en justice pour protéger l'environnement. Là, on a l'État, des organismes publics spécialisés, des collectivités territoriales décentralisées de l'État, des établissements publics, mais aussi les associations qui sont agréées ou les associations, les ONG de défense de l'environnement. Donc, au niveau procédural, ça va nous aider. Ça va nous aider pour savoir qui peut intenter une action en justice pour protéger l'environnement. Alors, l'article 1249 nous parle de la réparation du préjudice écologique qui s'effectue en priorité, par priorité en nature. Les modalités de réparation. Donc, l'idéal serait une réparation en nature, c'est-à-dire la remise en état du site. Alors, si on prend le cas du déversement pétrolier en mer, il faut le meilleur moyen de réparation, c'est de dépolluer totalement la mer. Alors, je vous ai mis une vidéo sur les déversements pétroliers au Nigeria. Et là, je crois, dans ce commentaire, on disait que ça devrait prendre au moins 30 ans pour dépolluer les eaux du Nigeria qui ont été souillées par le pétrole. 30 ans. Donc, vous voyez ici que la réparation du préjudice en nature, c'est compliqué. S'il faut prendre 30 ans pour réparer ce produit, cet environnement, pour dépolluer les eaux. Donc, idéalement, c'est une réparation en nature. Remettre le site dans l'état où il était avant la catastrophe environnementale. Donc, en cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, donc comme dans le cas du Nigeria, on est dans une situation de quasi-impossibilité. Si ça doit prendre 30 ans pour le faire, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts. Alors, c'est pourquoi on va lui demander de payer 17 milliards de dollars affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur, ou si celui-ci ne peut pas le mesure utile de médecin. Donc, soit 1249 nous dit que pour réparer ça, c'est prioritairement en nature, mais si c'est impossible, ben, écoute, ça se résume en dommages et intérêts.
1251, les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage pour éviter son aggravation ou pour réduire les conséquences constituent un préjudice réparable. On l'a vu examiner les différents types de préjudices économiques. Dans notre classification, il s'est consacré à cet article 1251. « 1252, indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge saisit d'une demande en ce sens par une personne mentionnant l'article 1248 peut prescrire des mesures raisonnables propres à prévenir ou à faire cesser le dommage. » Donc, il y a la possibilité pour le juge d'intervenir pour circonscrire ce dommage. Donc là, on a vu quelques articles qui sont applicables. Mais ces articles, vous voyez que ces articles, au fond, balaient carrément le régime de la réparation du préjudice. 1247 va définir les préjudices réparables. 1248 va nous donner une liste de personnes qui ont intérêt et qualité pour actionner en justice. « 1249 va nous présenter deux principales modalités de réparation. Premièrement, idéalement, la réparation en nature et accessoirement, la condamnation des dommages et intérêts. 1251 va nous dire que au chapitre des préjudices économiques, il faut prévoir la possibilité d'exposer certaines dépenses pour circonscrire le préjudice. Alors, voyons maintenant le fondement du droit à la réparation. Et là, je propose trois fondements entre la faute, que vous connaissez en droit civil, l'absence de faute et le devoir de vigilance. Alors, on commence par la faute. Alors, la faute constitue le fondement classique de la responsabilité civile et même environnementale. Et en droit civil, on se souvient du 1382 du Code civil. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui, vous voyez, autrui ici, j'ai mis environnement. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à l'environnement un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Donc, on a un régime de responsabilité fautif. Et dans le cadre, précisément le cadre environnemental, on a cet article-là, 4 de la Charte, qui dispose que toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement. Alors donc, voyez-vous, Christian, dans votre action, tantôt, à la suite de vos analyses, vous allez viser cet article 4. Vous allez, par exemple, viser cet article 4 pour dire que la compagnie minière doit réparer le dommage qu'elle a causé sur ce fondement-là.
Donc, voilà ce que vous allez soutenir ou que vos avocats vont, au fondement sur lequel va s'appuyer leur action en justice. Donc, il y a premièrement l'idée de faute. La compagnie minière est fautive, elle est fautive d'avoir utilisé des procédés, des substances, de cyanure, mais qui ont pollué les eaux. Chez les fautifs, dans le cadre du Nigeria, ben parce que la structure de ces pipelines, si vous voulez, la structure de ces pipelines n'était pas suffisamment solide pour éviter qu'il y ait de fuite, pour éviter qu'il n'y ait de fuite, des fuites, des canalisations vers les sols. Donc, il y a l'idée de faute qui signifie violer une règle. Mais à côté, il y a la responsabilité aussi sans faute. Et en droit civil, de plus en plus, on va voir de plus en plus en droit civil, on voit émerger la responsabilité sans faute. Donc, on n'a plus besoin de prouver que l'auteur a commis une faute. Le seul fait qu'elle ait exercé une activité qui a causé un préjudice suffit à l'obliger de réparer. Et c'est tout le sens de cet article 4. Toute personne, cet article ne nous parle pas de faute, doit contribuer à la réparation du dommage qu'elle cause à l'environnement. Donc, le seul fait d'exercer une activité qui cause un dommage à l'environnement t'oblige à réparer les conséquences. Alors, un troisième type de fondement, c'est la responsabilité sans faute, le devoir de vigilance environnementale. Alors, les auteurs nous disent donc qu'il est souhaitable de consacrer la responsabilité environnementale sans faute, qui serait le prolongement naturel du principe pollueur-payeur, BP must pay. En vertu duquel chacun a le devoir de répondre des atteintes qui causent à l'environnement. Un point, un trait. Celui qui pollue paye, simplement. Qu'il ait commis une faute, qu'il n'ait pas commis une faute, celui qui pollue paye. Le principe du pollueur-payeur. Donc, un régime de responsabilité sans faute. Mais on pourrait aller plus loin pour migrer vers un devoir de vigilance ou de due diligence. Toute personne dont l'activité permet ou favorise la création d'un risque de dommage causé par autrui doit s'efforcer de surveiller ce dernier à des fins préventives. Pour le cas d'échelle, on lui poserait la question, quelles sont les précautions que vous avez prises pour éviter que vos canalisations ne polluent l'environnement? Est-ce que vous avez pris un certain nombre de précautions préventives pour éviter les catastrophes écologiques?
Donc, sur ce fondement-là aussi, on peut, on peut, on peut condamner. Donc, le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement et celui de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé fonde l'obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité. Donc, lorsque vous menez votre activité économique, par exemple, vous devrez être conscient de votre responsabilité de protéger l'environnement. Et que les gens doivent vivre dans un environnement sain qui protège leur santé. C'est votre devoir. Question sur les fondements. Alors, donc, ça nous donne simplement une idée, ça nous donne une idée qu'on a plus de possibilités. On a vraiment plus de possibilités pour fonder notre action, notre demande de réparation. On peut rechercher la faute, on peut poser le principe de la responsabilité sans faute, ou on peut invoquer le devoir de vigilance environnementale ou de diligence environnementale. Donc ça, c'est bon pour les avocats. Et c'est bon pour protéger l'environnement. Et J'ai une notamment question, réparer. docteur. J'ai Oui, une question. allez-y. Oui, quel serait le lien entre le contenu local et le devoir de vigilance? Mais oui, alors on va voir la due diligence, on voit la due diligence notamment dans le cadre de la protection des droits humains. On voit que cette réflexion sur le respect des droits humains, vous voyez, alors il y a un mariage, une articulation entre environnement et droits de l'homme. Et peut-être vous êtes arrivé un peu en retard au cours, mais en début de cours, je prenais l'exemple de la RDC qui a fait des appels d'offres pour exploiter son pétrole. Et que les investisseurs n'ont pas accouru. Et du coup, on s'est demandé, mais pourquoi? Est-ce que la stratégie serait de dire qu'on combat les lobbies écologistes parce que c'est eux qui viennent jeter le sable dans la sauce de la RDC qui veut vendre et exploiter son pétrole? Et du coup, ma réaction, c'était de dire, mais pourquoi attaquer les lobbies écologistes alors qu'on est dans un environnement mondial caractérisé par les changements climatiques, donc l'écologie? Donc, il ne serait pas pertinent, bien au contraire. Et c'est là où je viens à votre réponse. Et je leur disais, bien au contraire, de mon point de vue, la stratégie serait de dire que l'exploitation pétrolière sera durable, c'est-à-dire respectueuse des droits humains et de l'environnement. Droit de l'homme, droit de l'environnement. Alors, pourquoi je reviens là-dessus? Je reviens là-dessus pour montrer qu'il y a un lien
la durabilité aujourd'hui, que la durabilité est fondée sur le respect des droits de l'homme et des droits de l'environnement. Et donc, le raisonnement ou les raisonnements, les réflexions, si vous voulez, ou les raisonnements qui sont valables en matière de droits de l'homme, on va les retrouver en matière de droits de l'environnement. Alors, puisque vous êtes sur la due diligence, je signalais que la due diligence, on l'a vu dans le cadre de la responsabilité sociale et la responsabilité sociale des entreprises, dont le devoir de vigilance de ces entreprises. Donc, elles ont un devoir de vigilance. Elles doivent mettre en œuvre un certain nombre de politiques qu'elles doivent réviser des situations, des situations potentiellement problématiques par rapport aux droits de l'homme, qu'elles doivent identifier des mesures qu'elles doivent prendre pour éviter que ces situations n'affectent les droits humains. Et c'est la même réflexion, la même obligation qui sera transférée au niveau environnemental. Donc, on va demander à ces entreprises, à ces multinationales minières, on va leur demander de, on va les contraindre à un devoir de diligence, de précaution, de prendre des mesures pour éviter que leur activité ne cause du dommage à l'environnement. Alors donc, c'est pour ça qu'il y a donc un lien avec, je vais dire davantage, étant donné que la RSE, c'est le contenu local non contraignant. Donc, il y a un lien entre la RSE et cette notion. Donc, c'est une notion, le devoir de diligence, c'est une notion qu'on va retrouver en matière de responsabilité sociale des entreprises. Merci, docteur. Troisième élément de ce régime sont les modalités de réparation. On en a glissé un mot en commentant les dispositions tantôt. Alors, un, la réparation en nature. La réparation en nature consiste à effacer purement et simplement le dommage, c'est-à-dire remettre en état le milieu dégradé. Donc, c'est le mode privilégié en matière environnementale. On remet le site comme il était. Deuxième, la réparation en dommages et intérêts, on l'a dit, lorsque c'est impossible. Par exemple, si dans cette position-là, souvent, on vous dit qu'il y a eu les oiseaux sont morts, 2000 oiseaux sont morts, 5000 oiseaux sont morts, les poissons sont morts. C'est impossible de les ramener à la vie. Donc, parfois, la réparation en nature peut être impossible. Par exemple, la mort des espèces protégées. Dans ce cas, ça se résout en argent. Alors, là, on nous dit que cette modalité de réparation souvent pose des difficultés. Et la question qu'on pose, c'est quel est le prix de l'environnement? Comment évaluer la nature? Bon, on va dire qu'il n'y a pas de barème, il n'y a pas de prix. Bon. En revanche, les condamnations symboliques à 1 franc, on le voit souvent dans le domaine pénal, là, 1 franc, se condamne à 1 franc, pour atteinte à l'environnement sont problématiques, voire inacceptables. Donc, on refuse qu'en matière d'environnement, on condamne la multinationale
à 1 franc symbolique. La Cour de cassation française affirme de manière constante que la réparation n'est pas assurée par la location d'1 euro symbolique. La réparation du préjudice subi devra être intégrale. On a plutôt vu que, et on va le voir, par la suite, et notamment dans l'affaire Erika, on va voir que c'est une affaire de millions et de millions et de beaucoup de centaines de millions, réparation de préjudice écologique. C'est une affaire de gros sous, où souvent, généralement, l'auteur même de la catastrophe n'est pas capable. L'État doit mettre de l'argent. L'État, généralement, quand une catastrophe survient comme ça, l'État sort les gros moyens pour essayer de rapidement circonscrire la catastrophe et dépolluer, dépolluer la marée. Généralement, il n'y a que l'État qui soit capable de mener ce genre de... Parce que c'est lourd, c'est très lourd comme conséquence, notamment financière. Donc, au final, le dommage écologique est un dommage particulier autonome qui déroge à la classification bipartite, comme on a vu en droit civil, des dommages contre les personnes ou contre les biens. Donc, c'est quelque chose de nouveau, c'est à part. De même, comme c'est spécifique, son régime aussi est spécifique en ce qu'il va instituer un préjudice collectif. Donc, il va enfin créer un régime de responsabilité sans faute et instaurer un devoir de vigilance pour que le préjudice soit réparé. Voilà. Donc, voilà ce qu'on pourrait retenir de la notion du dommage écologique, qui est une notion, je pense, très prétorienne. Donc, c'est vraiment le travail de, voilà, le travail des plaideurs. Alors, je n'avais pas vu arriver Maître Jean-Paul et Madame Léna. On est là, docteur, on est là. Bonjour et bienvenue. Voilà. Merci beaucoup. Alors, donc, on vous écoute pour les questions, les remarques, les discussions. On a encore un bon petit 15 minutes. Alors, moi, je voulais vraiment discuter avec les avocats de ce sujet parce que c'est vraiment, c'est très jurisprudentiel. Hein? C'est un aspect très jurisprudentiel où les avocats vont se battre. Ils vont se battre pour prouver tel ou tel élément qui caractérise le dommage. Vous avez la parole. On vous écoute. Vos commentaires et même vos expériences, parce que dans les procès, j'imagine que peut-être de temps en temps, vous avez connu un procès, deux ou plusieurs, je ne sais pas, environnementaux. Alors, ces procès sont, voyez-vous, je soulignais d'entrée de jeu de cette classe, je soulignais que le droit de l'environnement ne semble pas passionner, les juristes africains. Pourquoi? Pourtant, il y a bien des situations, et puis ce cours va le montrer, il y a bien des situations où, peut-être on va le voir avec le prochain cours sur la responsabilité écologique de l'administration.
bien des situations où on peut traîner l'État devant le tribunal. Alors, quand je vois, par exemple, toutes les poubelles que je vois chez moi au Cameroun, là, mais il y a moyen pour un avocat de traîner le gouvernement devant le tribunal. Je veux dire que dans la vie courante, il y a pas mal de situations qui pourraient donner lieu à des procès environnementaux dans nos pays. Mais vous voyez? Donc, il y a tout ce pan du contentieux qui est presque inexploité par nos juristes et nos avocats. Ben, c'est sûr que j'imagine que les gouvernements africains doivent être heureux. Ils doivent être heureux qu'on ne laisse ce coup pas de ce côté-là. Alors, si vous voyez le dynamisme qu'on observe dans les pays européens sur les procès, ça on va le voir, surtout au niveau climatique maintenant. Je pense pour ma part que on pourrait, hein, on pourrait, c'est un pan du contentieux qu'on pourrait revivifier dans nos pays. Et puis, inviter, inviter nos gouvernements de temps en temps au tribunal. Comme ça, l'ENA, comme ça, quand l'ENA vient représenter l'État, on lui pose beaucoup de questions. Ouais, vraiment, tout à fait. Alors, donc sincèrement, moi, quand je regarde nos environnements juridiques, là, je me dis que l'évolution, il faut que ça aille dans ce sens-là. Hein. Alors, on va me dire que c'est peut-être le rôle des ONG. Et bien, ça, je ne sais pas où on va le voir, mais on le verra quelque part. On le verra quelque part. Je ne sais pas où on va le voir dans le cours, mais on va le voir quelque part. Que les ONG sont très intimidées. Dans un pays comme le Cameroun ou en RDC, je connais quand même, sur cette question, je connais ces deux pays-là, où on intimide beaucoup les ONG de défense des droits de l'homme et de l'environnement, je suppose. Donc, quand je dis même que, bon, écoutez, il faut un dynamisme de ce point de vue, j'ai même comme l'impression que la véritable explication, c'est que c'est le gouvernement qui ne leur laisse pas la possibilité de s'exprimer. Je crois que c'est la véritable explication de mon point de vue. C'est parce que le gouvernement ne veut pas de ces procès. Eni Odakweri. Donc, voyez-vous, quand le gouvernement il va autoriser tel projet, mais il faut bien qu'en retour, lorsqu'il y a des conséquences environnementales, que, que le gouvernement vienne répondre devant le tribunal. Donc, voilà. Alors, je dis que ça fera partie de la discussion, notre prochaine discussion. Je vous ai envoyé demain. Demain, on n'aura pas cours. En revanche, je souhaite que vous lisez. J'ai préféré que vous lisez d'abord. Vous lisez pour qu'on puisse bien discuter. Parce que je privilégie je privilégie la compréhension.
Donc, c'est pourquoi je veux insister que vous lisiez vraiment avant qu'on ne se retrouve. Je ne sais pas si ça a du sens. Donc, voilà. Alors, donc, pour demain, lisez le chapitre lisez le chapitre que je vous ai envoyé sur la responsabilité écologique de l'administration. Je vais avoir comme je vous ai dit, je vais avoir une bonne discussion avec vous là-dessus. Bonne discussion avec vous là-dessus. Et ça va nous permettre de mesurer un peu, de voir ce qui se passe dans nos pays, de voir ce qui se passe dans nos pays et de voir comment changer les choses. Bonjour, prof. Oui, bonjour, maître. Vous Je suis content de vous revoir, vraiment. Merci. Vous êtes dans une autre classe. Effectivement, monsieur Anna. C'est ça. Voilà. Alors, sur ce, plus de questions? Est-ce qu'il y a plus de questions? C'était clair, docteur. Merci. Excellent. Alors, on se donne rendez-vous samedi prochain pour parler de la réparation du préjudice écologique par le juge administratif. Beaucoup. Allez, see you. Ok, bon week-end. Bon Merci week-end. beaucoup. Merci, docteur. Je vous en prie. Bon week-end à tous. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Alors, la technique? Est-ce que la technique va d'abord couper l'enregistrement?